Le vent d'abord. Pendant des semaines interminables, il n'avait été qu'un chuchotement sec, traînant la poussière et le poids du silence à travers les ruelles oubliées d'un village au bord du néant. Mais ce soir-là, une étrange mélodie se mêla à son souffle. Il ne portait plus le vide, mais une mise en garde. C'était le genre de vent qui précède un souvenir inattendu. Et dans ce vent, l'homme fit son apparition. Il était seul, son chapeau bas masquant son visage, conduisant une charrette qui peinait sous une charge invisible, car le poids ne venait pas du bois usé de la charrette, mais de ce qu'elle transportait avec une révérence quasi sacrée, un piano droit enveloppé de couvertures défraîchies, vieux, craquelé par le temps, mais étonnamment intact, comme un objet maintes fois abandonné, mais jamais vraiment brisé. Les villageois l'observaient en silence. Il ne salua personne, mais ne les évita pas non plus. Il passa simplement, comme quelqu'un qui sait qu'il n'appartient pas, mais qui, malgré tout, est venu. Elle le vit depuis son porche, assise dans la même chaise usée où elle avait trouvé refuge chaque jour depuis que le feu lui avait arraché son fils, 9 ans auparavant. 9 années de silence, sa voix emprisonnée derrière ses yeux éteints, enfouie avec le berceau vide, les fenêtres closes et les prières sans réponse. Les voisins avaient cessé leur chuchotement. Ils disaient simplement qu'elle était devenue une ombre, qu'elle parlait au vent, qu'elle ne souriait plus à personne, qu'elle avait tout perdu dans les flammes, même elle-même. Mais ce soir-là, elle ne détourna pas le regard. Elle suivit chaque pas du cheval, chaque craquement de la roue. Et quand il descendit de la charrette devant le saloon abandonné, poussant la porte rouillée, le piano attaché à son dos, quelque chose en elle remua, infime, presque imperceptible, comme une feuille sèche frissonnant avant de tomber. Et lorsque ses doigts effleurèrent les touches pour la première fois, le son qui en émana n'était pas celui attendu. Il n'était ni beau ni clair. Il était usé, rouillé par le temps. Mais il y avait là quelque chose de plus ancien que la musique elle-même. Le piano semblait respirer avec lui. Chaque accord ouvrait une fissure dans le temps. Et à cet instant précis, sa main trembla. Un léger mouvement, contenu. Mais réel, la tasse de thé sur le porche vacilla doucement dans sa soucoupe. Personne ne le remarqua. Mais elle le sentit. Pour la première fois en 9 ans, elle sentit quelque chose qui n'était pas la douleur. C'était la mémoire. Et la mémoire, parfois, est une forme de présence. À l'intérieur du saloon, il ne parla pas, ne demanda pas la permission, ne jeta pas un regard autour de lui. Il joua, simplement, comme s'il priait avec ses mains, comme s'il dialoguait avec le bois. Et dehors, le vent revint, non plus avec la seule poussière, mais avec des questions, et peut-être avec des réponses qui n'avaient pas besoin d'être prononcées. Car dans un endroit où tout faisait souffrir en silence, ce qu'ils entendirent ce jour-là n'était pas seulement de la musique. C'était quelque chose de perdu, qui revenait lentement. Le 2e jour, il revint au piano comme on visite une tombe. Sans hâte, sans peur, mais avec ce respect silencieux que seuls portent ceux qui ont connu la perte. Le village se tenait à distance, jetant des regards furtifs par les interstices, comme s'il observait un rituel qu'il ne comprenait pas, mais ressentait au plus profond de ses os. Il s'assit, ajusta le banc sans un bruit, inspira et joua. Il ne cherchait pas l'attention, il n'avait pas besoin d'un public, mais il joua comme si le monde entier l'écoutait. La mélodie n'était pas familière, du moins pas aux vivants. C'était une berceuse douce et courbée comme le toucher d'une mère, le genre de berceuse que l'on fredonne lentement aux enfants qui croient encore que le sommeil est sûr. La plupart ne la reconnurent pas, mais elle, oui. La note exacte sur la 3e ligne. La longue pause après la 5e. Ce n'était pas une chanson du monde, c'était la sienne, de son foyer, du temps où le berceau était encore là. Son mari la fredonnait quand leur fils pleurait la nuit. Ce n'était pas quelque chose d'appris, c'était sacré. Et pourtant, il la joua. Elle ne quitta pas le porche, mais ses yeux étaient rivés sur le son, sans pleurer, sans murmurer les paroles. Mais à la tombée de la nuit, le saloon étant silencieusement vide, elle descendit pieds nus et traversa la rue jusqu'à la vieille porte. Elle n'entra pas. Elle déposa juste quelque chose sur le banc du piano, une pièce de monnaie, petite, usée, gravée d'un aigle tordu. La pièce que son fils avait dans sa poche le jour où le feu l'emporta.
la seule chose trouvée intacte dans les cendres. Et maintenant, elle reposait là, comme pour tout dire, sans dire un mot. De l'autre côté de la rue vide, un petit garçon observait. Sa chemise trop grande pour son corps frêle, il était caché derrière la boîte aux lettres de la quincaillerie. Il la vit déposer la pièce, vit ses doigts trembler. Et pendant une seconde, il vit autre chose. Ses lèvres bougèrent, non avec du son, mais avec une forme, comme si elle voulait chanter juste une syllabe, un écho. Et l'enfant, comme seuls les enfants le font, comprit. Il garda ce secret comme un oiseau rare qui ne chante qu'une fois dans sa vie. Cette nuit-là, le vent changea de nouveau, non pas avec force, mais avec tendresse. Il portait une chanson et un souvenir que personne n'osait prononcer à voix haute, parce que parfois, ce qui doit être entendu ne se crie pas. Il attend dans l'obscurité en silence que quelqu'un le touche, sans avoir besoin de savoir pourquoi. Il dormit dans la grange de l'église, sur du foin sec sous des planches qui craquaient comme de vieux os. Le prédicateur lui avait offert refuge avec des mots mesurés et des yeux prudents. « Elle appartient maintenant aux fantômes », avait-il murmuré, mi-avertissement, mi-défense. Le piano resta dans le saloon. Et l'homme y revenait comme on visite un hôtel, non par habitude, mais par nécessité. Là, il parlait sans mots. Là, les morts semblaient écouter. Un matin pâle, il ouvrit le couvercle du piano pour accorder une corde lâche et trouva quelque chose enfoui profondément. Une photographie, roussie sur les bords, le cadre encore noirci par la suie. Un homme en uniforme, assis rigidement comme l'exigeaient les temps, les yeux doux malgré tout. À ses côtés, une jeune femme souriant à quelque chose hors du cadre, le sourire plein, mais entouré d'ombre. L'image semblait avoir été sauvée à la hâte, arrachée des flammes trop tard pour la sauver, mais juste à temps pour se souvenir. Il la regarda longtemps, puis plia doucement le papier, comme si ce n'était pas du papier du tout, mais de la peau. Ce fut alors qu'il comprit. Son silence n'était pas un deuil, ce n'était pas de la faiblesse. C'était un cri refoulé, une protestation, contre un village qui ne la protégeait pas, contre des voisins qui chuchotaient plus qu'ils n'accueillaient, contre la cruauté d'être une femme, blâmée même pour avoir survécu. Le feu lui avait pris son fils, mais c'est le jugement qui avait brûlé sa maison, ses yeux, sa gorge. Il rangea la photo dans son manteau comme une mission. Il savait qu'elle n'était pas la sienne, mais il la portait avec le poids de ses propres blessures. Lui aussi avait été jugé avant d'être connu. Lui aussi connaissait le goût de l'exclusion, non par le feu, mais par le fusil. La guerre l'avait marqué comme déserteur, non parce qu'il avait fui, mais parce qu'il avait refusé de tuer le mauvais garçon. Il en paya le prix fort, sa liberté, sa famille, une histoire que personne ne voulait entendre. Alors il comprit. Sans mots, il comprit. Et quand il rejoua cet après-midi-là, chaque note fut une excuse. Pas seulement la sienne, celle du village, celle du monde. Pour une femme qui n'avait pas perdu sa voix, mais qui avait choisi de ne plus la donner à ceux qui ne l'avaient jamais vraiment écoutée. Et dans ce son, qui résonnait à travers les murs poussiéreux, pendait une question trop lourde pour la parole. Combien de voix avons-nous enterrées vivantes avec notre silence? La lumière du soleil du soir filtrait par les fenêtres brisées de l'église comme des doigts de lumière essayant de trouver ce qui vivait encore à l'intérieur. Ce fut alors qu'il joua, non pour louer mais pour personne. Il joua vers le coucher du soleil, comme si la musique était une conversation avec le temps, avec la mémoire, avec quelqu'un qui n'avait jamais répondu. Et elle écoutait. Toujours depuis le porche, toujours immobile. Mais cet après-midi-là, quelque chose changea. Au pied de ses marches, il y avait une tasse de porcelaine ébréchée, encore tiède, sans mots, sans message, simplement posée là, comme pour dire « Je vois ce que tu essaies de faire, et je ne fais plus semblant de ne pas le voir ». Ce fut le jour où son passé arriva au village. Un homme en uniforme délavé, les yeux durs comme des galets, arriva avec de la poussière sur son manteau et du jugement sur sa langue. Un shérif, un de ceux qui ne posent pas de questions, qui ne font que calculer la culpabilité. Il s'arrêta au piano où l'homme jouait sans prendre la peine de demander la permission. Silas Moreau, condamné pour désertion, réclamé par l'État. Le village, qui n'avait fait que chuchoter à travers les rideaux, disparut maintenant derrière eux.
Tous savaient que la vérité allait faire mal. Silas ne se leva pas. Il continua de jouer, main ferme, yeux fixés sur les touches. Mais le silence était tendu, sur le point de se briser. Et puis, elle descendit du porche. Pour la première fois depuis des années, elle se déplaça avec urgence, pieds nus dans la poussière, corps tremblant, non de peur, mais de mémoire. Elle marcha directement entre les deux hommes, entre l'arme et la musique, et elle resta là, sans mots, sans supplication, juste une présence. Le shérif hésita, la main toujours sur l'arme, mais ce fut son regard qui l'arrêta. Non suppliant, résolu, la dignité de quelqu'un qui a tout perdu et qui a pourtant choisi de protéger ce qu'il restait d'humain chez un autre. La force de quelqu'un qui n'a pas élevé la voix, mais a commandé de tout son être, parce que parfois, l'acte le plus audacieux, c'est de s'interposer entre la balle et le cœur, et de ne rien dire du tout. Elle ne parla pas, mais à cet instant, elle parla pour lui, et pour elle-même, et pour chaque fois que personne n'avait écouté. Le village se tut, non par peur, mais par révérence. Parce qu'il y a des gestes qui défient l'explication, on s'en souvient. Et dans ce geste, il y avait plus de force que n'importe quelle arme chargée, plus de vérité que n'importe quel verdict judiciaire, plus de rédemption que 1000 excuses dites trop tard. Il plut cette nuit-là comme il n'avait pas plu depuis des mois. Pas une tempête sauvage, mais une pluie constante et douce, comme si le ciel lui-même avait décidé qu'il était temps de laver la douleur piégée dans les eaux de bois du village. La terre craquée la but comme l'espoir qui revient après un long exil. Et ce matin, gris et humide, elle sortit. Pieds nus, sa robe collée au corps, les cheveux trempés et collés à son visage, elle traversa la rue lentement, mais avec détermination. Le vent était froid, mais elle ne trembla pas. Elle portait dans sa poitrine quelque chose de plus fort que le temps, une décision. Elle entra dans l'église comme on entre en terre sacrée, non parce qu'elle était sainte, mais parce qu'elle gardait la mémoire. Silas était déjà au piano, courbé, les yeux baissés. Il ne la vit pas entrer, mais quand l'air changea, il le sut. Il joua la première note, comme traçant une cicatrice, la seconde, comme demandant la permission. Et puis, il joua cette chanson, encore une fois, mais plus lentement cette fois, plus vulnérable, comme essayant de se souvenir de ce qu'il ne voulait pas oublier, ou d'oublier ce qui faisait encore trop mal à se souvenir. Elle ne parla pas, mais elle s'approcha, s'assit sur le dernier banc, les mains sur ses genoux, yeux fermés, et quand la mélodie atteignit l'endroit où, il y a longtemps, son mari s'arrêtait pour embrasser le front de son fils, elle ouvrit la bouche. Elle ne parla pas, mais elle chanta, une note, juste une, longue, constante, imparfaite, une note qui n'était pas une chanson, c'était un cri contenu pendant des années, un sanglot jamais libéré, un pardon jamais demandé, mais donné quand même. Le son emplit l'espace comme la lumière, non pour éclairer, mais pour réchauffer. Ce n'était pas de la musique, c'était une présence, et pour un instant, le monde s'arrêta. Le shérif, tenant toujours son étui, baissa la main. Ses yeux durcis trouvèrent de quelque chose qui ne pouvait être lié par une corde ou une loi. Ils trouvèrent l'humanité, et tout le village expira, comme s'ils avaient retenu leur souffle pendant 9 ans et se rappelaient enfin comment respirer. Dehors, la pluie continuait, mais à l'intérieur de cette église, quelque chose s'était desséché. Non la douleur, mais le silence. Et quand l'accord final s'évanouit dans les poutres, il n'y eut pas d'applaudissements, ni de mots. Juste le son de la pluie frappant le toit. Et le silence, maintenant non pas comme une absence, mais comme une guérison, car ce qu'elle libéra n'était pas seulement une note, c'était la partie d'elle enterrée par la douleur, et enfin autorisée à respirer de nouveau. Dans les jours qui suivirent, le village retrouva son rythme lent, mais quelque chose avait changé, pas dans les bâtiments, ni dans les chemins qu'empruntèrent les chevaux, ni même dans le son de la cloche de l'église. Cela changea dans ce qui restait non dit, dans la manière dont les gens se regardaient plus longtemps, dans la manière dont les portes ne se fermaient pas si vite. Cela changea dans la manière dont, pour la première fois en près d'une décennie, elle ouvrit la porte de la chambre de l'enfant. Le berceau n'était plus là, mais l'odeur persistait. La poussière se déposait sur ses jouets, la lumière sur le sol où le rideau ne bougeait jamais. Elle ne parla pas, n'expliqua pas. Elle nettoya simplement.
doucement, avec des chiffons humides et des mains fermes. Elle ne pleura pas, mais la façon dont elle tenait le cadre de la photo brisée disait tout. Un geste de soin qui n'existe que là où l'amour vit encore. Et même si tout lui avait été enlevé, elle disait maintenant, par ses actions, que quelque chose allait rester. Une partie de lui vivrait dans ce qu'elle choisissait de prendre soin. Silas ne demanda jamais à rester, mais il commença à réparer la clôture, coupait du bois, apportait de l'eau, laissait des sacs de farine appuyés sur son porche, sans mots, sans questions, et elle ne lui dit jamais d'arrêter. Entre eux, il y avait une sorte de pacte qui ne nécessitait pas de mots. Il agissait, elle permettait, et dans cet espace entre faire et permettre, quelque chose naquit, non appelé amour, non appelé amitié, mais soulagement. Un jour, une corbeille d'œufs apparut sur le seuil de sa cabane. Une autre fois, une couverture pliée, comme pour dire « Si tu continues à aider, au moins ne prends pas froid ». Puis un jour, la porte de la maison n'était pas fermée à clé, pas ouverte, mais plus fermée. C'est ainsi qu'elle dit ce qu'elle ne savait pas exprimer. Même le prédicateur, auparavant rigide, commença à hocher la tête quand ils se croisaient. Un bref hochement, sans sainteté, mais avec respect, comme admettant, parfois c'est dans le silence que Dieu se révèle. Et dans le silence que les cœurs brisés recommencent à battre. Le village ne demandait plus d'explications, il avançait, simplement. Mais maintenant, il y avait de l'espace entre les pas, juste assez d'espace pour que quelqu'un respire, et se rende compte que ce qui était autrefois de la douleur était maintenant de la survie, et que survivre, quand on le choisit avec douceur, est aussi une façon de recommencer, sans parler, sans demander, juste vivre, avec dignité, avec douceur, et avec le temps. Le dimanche, il continuait de jouer, même quand personne ne venait, même quand le vent était le seul visiteur à travers la porte ouverte de l'église. Le piano, maintenant propre et accordé, était plus qu'un instrument. C'était un sanctuaire de la mémoire, un confessionnal sans prêtre. Il s'asseyait là avec la même révérence, doigts fermes, yeux silencieux, jouant pour quelqu'un qui vivait dans les ombres du temps. Troisième rangée, même chaise, toujours vide, mais jamais oubliée. Sur elle, un châle, plié avec précision, seules ses mains pouvaient y parvenir. Il ne le déplaça jamais, ne demanda jamais pourquoi. Il joua, simplement, mélodie sans nom, accords qui semblaient venir de la terre elle-même. C'était sa façon de parler à ce qui restait, à ce qui résonnait encore, même après la fin. Un après-midi, il trouva quelque chose sur le banc du piano, un morceau de papier jauni, plié en 4, de petites lettres manuscrites. Son écriture, douce, inclinée, un peu tremblante. C'était une partition incomplète. Elle commençait comme la mélodie qu'il jouait toujours, mais il y avait de nouvelles courbes, des virages plus doux, des silences entre les notes. Et à la fin, la dernière ligne s'interrompait, sans note finale. Il n'essaya pas de la finir, il n'osa pas, il comprit. C'était un cadeau et un adieu. Un murmure de gratitude doucement laissé derrière lui, comme pour dire « Maintenant, c'est à toi ». Il plaça le papier à l'intérieur du piano, puis il baissa les yeux et vit, juste là, entre les pédales usées, une seule plume blanche, fine, sans poids, comme celle que lâchent les oiseaux en plein vol. Il n'y avait pas d'oiseaux dans l'église, pas de fenêtres ouvertes, mais la plume était là, et il sut qu'elle était partie, sans funérailles, sans annonce, juste l'absence, une absence douce. Le genre qui ne fait pas mal, mais qui vous enveloppe. Sa porte resta entr'ouverte pendant des jours, comme laissant entrer l'air pour la dernière fois, comme attendant que quelqu'un revienne, mais personne ne le fit. Il ne parla jamais d'elle, n'expliqua jamais. Il continua simplement de jouer, parce que parfois, quand tout ce qui devait être dit fut dit sans mots, ce qui reste n'est pas le silence. C'est la mémoire. Et la mémoire, quand elle est gardée avec amour, devient son, devient vent, devient bois vivant, l'écho d'une voix qui n'a jamais eu besoin de parler pour être éternelle. Le murmure d'une chanson qui commença dans le deuil et se termina en appartenance, même sans note finale, même avec tout ce qui resta non dit, parce que ce qui importe vraiment, n'a jamais été destiné à être dit, juste ressenti,
juste laissée dans le monde, avec courage et tendresse, comme une plume ou une chanson qui ne se termine pas, juste se repose.